conseil d'administration de la Sonacos. Bonsoir, Monsieur Diallo. Bonsoir, mais il faut préciser aussi que je suis président du Club Sénégal Émergent. Ça aussi, oui. C'est une façon de m'accorder, comme on dit. Absolument. Alors, la dernière... En tout cas, merci de l'invitation, Binta. Et puis, je présente mes meilleurs vœux à tout le personnel de TFM et particulièrement au président du conseil d'administration et à l'ensemble de vos téléspectateurs et l'ensemble des Sénégalais. Alors, où est-ce que nous en sommes avec l'émergence aujourd'hui? Dans un pays où qui fait mal partout. Non, vous savez que l'émergence est un processus dynamique mais aussi complexe et qui se fait non pas de manière linéaire mais qui se fait par des bonds. Et aujourd'hui, on a vu avec l'inauguration du TER l'adhésion populaire extraordinaire en dépit de tout ce que les intellectuels et autres pourfendeurs ont pu dire et les réalisations de manière accélérée en termes d'infrastructures, en termes de services pour le développement, mais aussi en termes d'action et d'activité en faveur de la jeunesse et des femmes. Oui, sauf que les infrastructures ne font pas le panier de la ménagère. Oui, mais ils participent parce qu'en vérité, pour avoir un pouvoir d'achat, il faut travailler, c'est-à-dire il faut produire. Et pour produire, il faut avoir de l'eau, il faut avoir de l'électricité, il faut avoir le téléphone, il faut avoir des pistes de production, il faut avoir des routes, il faut avoir des ponts, il faut avoir des terres, il faut avoir des chemins de fer, il faut avoir, etc., des infrastructures scolaires, des infrastructures sociales, des infrastructures de santé, etc. Et je crois que les fondations de l'émergence, ce sont les infrastructures et les services de développement. Très bien. Voilà. Et après, on en viendra à l'autosuffisance alimentaire. Non, c'est un processus simultané. C'est ce qu'on appelle le développement simultané. On ne vient pas développer un secteur, ensuite on passe à un autre secteur. Mais on développe plusieurs secteurs, mais avec des ordres de priorité. À un moment, les infrastructures peuvent être la première priorité, mais il n'empêche qu'il y a d'autres priorités qui font ce développement simultané et que le président Macky Sall est en train de faire de manière magistrale. D'ailleurs, aujourd'hui, il est parti inaugurer la grande mosquée de Fatick. Donc ça veut dire même le culturel, le cultuel, en fait, font partie du processus qui a été enclenché. Il est déjà dans la campagne électorale avant l'heure. Oh non, mais s'il n'y avait pas une mosquée achevée, je crois qu'il n'y aurait pas lieu à inauguration. Voilà, donc le président va inaugurer toutes les mosquées qui seront achevées. Non, d'abord, Macky Sall est ressortissant de Fatick. Macky Sall il est dans son fief politique, pendant longtemps le maire de Fatick. Et pour qui connaissait Fatick avant, aujourd'hui qu'on inaugure la grande mosquée de Fatick et que le président Macky Sall soit absent, je crois que ça, ce serait vraiment très incongru. Et dans le Fatick où tous les leaders politiques de la coalition Benno Bokk Yakaar, pour ne pas dire l'APR, sont en couteau tiré. À l'oreille des locales, à l'oreille des législatives, à l'oreille de la présidentielle. C'est une concurrence saine, parce qu'il y a des zones où la majorité présidentielle est presque relativement hégémonique. Et dans ces zones, à la limite, on peut se permettre ce qu'on appelle des espèces de primaires à l'intérieur de l'élection. Et je crois que c'est le cas de Fatick. Donc vraiment, il n'y a pas péril en la demeure. Vous êtes trop confiant. Non, je crois que c'est ça la philosophie qui a conduit un peu, d'ailleurs le président l'a expliqué, à l'autorisation de certaines listes dites parallèles. Voilà. Mais sauf qu'il n'a pas autorisé toutes les listes. On a vu une pléthore de listes parallèles. J'ai dit certaines. Bon, maintenant, je crois que la politique, surtout l'élection locale, est une réalité, et une réalité qui concerne les habitants à des niveaux de proximité, où des fois il y a des contraintes que le niveau central peut difficilement régler, de telle sorte que des fois, il faut un peu des fois laisser faire. L'essentiel, c'est que la majorité s'élargisse et que, en fait, les points de rupture soient évités. Parce qu'après, on passe à l'élection législative. Et aux législatives, on aura encore besoin de tout le monde. Donc, je crois qu'il y a
une élection en appelle une autre. Oui. Et je crois que c'est dans cette dynamique qu'on est. Sauf que cette élection a montré que tous les partisans du président ne sont pas à l'écoute du président de la République, parce qu'il leur avait demandé de l'écouter et de ne pas créer de liste parallèle, mais en retour, on a vu ce qui s'est passé. Non, ça, il faut comprendre. Il y a eu des grincements dedans, même s'ils n'ont pas affiché. Il y a l'esprit. Oui. Bon, le président a appelé les gens à l'unité, la nécessité de se mettre tous ensemble, etc. Mais on sait que c'est pas très facile en politique, surtout au cours des élections locales. Oui. Est-ce que vous de telle sorte que, à la limite, des fois, ça peut être, pour l'essentiel, ça peut être des fois la division dans des zones où on peut perdre. Oui. C'est dangereux. Oui. Mais dans des zones, comme je dis, où la majorité présidentielle est hégémonique, je crois qu'il y a certaines tolérances qu'il faut faire. Mais l'un dans l'autre, on va vers la campagne et puis on arrivera au résultat des locales. Oui. Et je crois, comme on dit en politique, en fait, c'est le résultat qui compte. Est-ce que vous êtes optimiste par rapport à ce qui s'est passé, au vu de ce qui s'est passé? Est-ce que vous êtes toujours optimiste par rapport au résultat au soir du 23 février 2022? Mais la majorité va gagner, ça c'est une lapalissade. La majorité va gagner selon vous, pas selon les Sénégalais. La majorité va gagner à combien? C'est ça la question. Oui. Voilà, donc je crois qu'on est optimiste et de manière raisonnable, parce que en politique, on ne vend jamais la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Et parce que le diable est dans les détails. Absolument. Et en politique, surtout pour les élections comme les élections locales, les réalités peuvent changer même à la veille de l'élection. Absolument. Voilà, donc je crois que c'est un optimisme réaliste, fort, mais relativement prudent. Oui. Voilà. Vous êtes du club Sénégal émergent, vous êtes également le PCA de Sonacos, je l'ai dit tantôt. Alors, le président a décidé de suspendre la taxe sur l'exportation à l'arachide. Aujourd'hui, votre première réaction par rapport à cette décision du président de la République? Voilà, là, je crois que c'est à mon sens, c'est une bonne mesure, parce que le président de la République, c'est la République. Donc, ça veut dire que c'est l'ensemble des acteurs de la filière arachidière. Et aujourd'hui, dans les comptes nationaux, les exportations de graines, je le rappelle, représentent le premier poste de la commercialisation de l'arachide. Les exportateurs viennent en premier lieu, en deuxième lieu, c'est les huiliers, et en troisième lieu, c'est les semences. Après, vous avez ce qu'on appelle les transformateurs artisanaux. Voilà la configuration. Cette année-ci, nous avons une campagne qui s'est déroulée de la façon dont elle s'est déroulée. Pas trop bien. Et nous avons façon, c'est qu'on n'a pas eu une bonne campagne. On a eu une pluviométrie qui n'a pas été bien répartie dans le temps et dans l'espace. Et le résultat, mais aussi, on a eu des difficultés par rapport à l'engrais. Absolument. Avec la Covid et la rupture des chaînes logistiques et le renchérissement du coût du fret. De telle sorte que, selon le ministère de l'Agriculture, les engrais ont été mis en place entre 70 et 80%. Et la qualité des graines qu'on a pu avoir cette année n'est pas à la hauteur de la qualité des graines qu'on avait au cours des campagnes écoulées. Nous avons une mauvaise qualité de Non, elle n'est pas mauvaise. Elle n'est pas mauvaise. Elle n'est pas bonne non plus. Elle n'est pas à la hauteur. Parce que l'année dernière, nous avions des graines d'excellente qualité. Mais cette année, c'est le contraire qu'on a cette année. Non, c'est pas entre... Est-ce que c'est pas d'abord le point qui fait que le président a décidé de suspendre? Laissez-moi vous expliquer. Allez-y. Parce que quand il y a eu cette... j'ai parlé de la qualité des graines, mais aussi il y a le fait que cette année, la Chine, qui est la principale locomotive de l'arachide au niveau mondial, a connu une production record. Et le niveau des prix en Chine a relativement baissé. Si vous ajoutez au coût du fret qui a augmenté, vous y ajoutez la taxe à l'exportation, l'exportation des graines d'arachide du Sénégal risque d'avoir des problèmes de compétitivité au niveau international. De telle sorte qu'aujourd'hui, sur le marché, jusqu'à aujourd'hui, où on est à un peu plus d'un mois et demi de campagne,
en tout cas, les résultats que j'ai vus en matière de collecte des exportateurs est relativement faible. Parce que ce que j'ai vu, ça n'arrive même pas à 5000 tonnes. Ah bon? 1 mois et demi de campagne? Voilà. Donc, les Chinois ne sont pas présents dans cette présente campagne. Ils ne sont pas là, les Chinois? Ils sont là, mais pour le moment, ils n'ont pas acheté comme cela se devait. Pourquoi? C'est la qualité qui fait défaut. Non, c'est pas la qualité. Parce que le premier poste en matière de compétitivité, c'est le prix. Oui. On est en économie de marché. Oui. C'est le facteur prix. Je vous ai dit qu'en plus du prix d'achat ou de revient sur le marché local, vous avez à ajouter à ce prix 30 francs par kilo de graines à l'exportation. Le fret au niveau international a augmenté. Les prix ont baissé en Chine. Donc ceci explique cela. Et le gouvernement, de manière opportune, a décidé de suspendre cette taxe à l'exportation, espérant que ça va booster la collecte de ce qu'on appelle un peu des exportateurs communément appelés chinois. Alors, M. Diallo, est-ce qu'on doit toujours continuer chaque campagne agricole à revenir sur les mêmes problèmes? On a un problème d'écoulement, le paysan va prendre des décisions. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut réellement faire pour qu'on n'ait plus ces problèmes de vente ou d'exportation de nos graines qui sont déjà entre les mains des Chinois? Voilà, donc, je crois que là, bon... Est-ce qu'il n'y a pas d'autres mesures beaucoup plus hardies à prendre pour quand même éviter que les graines restent entre les mains des producteurs et même des agriculteurs? Voilà, je pense que c'est une question extrêmement pertinente. À défaut d'un CNIA qui soit une structure d'autorégulation de la filière, parce que, comme vous le savez, une campagne agricole ne ressemble jamais à l'autre. Donc, il y a la pluviométrie et il y a beaucoup de variables, en fait, qui jouent. Absolument. De telle sorte que il faut une gestion non seulement de proximité, mais presque une autogestion par l'ensemble des acteurs de la filière. Absolument. Et à sa création, le CNIA devait jouer ce rôle-là. Et il y a un ensemble de réformes. On a comme l'impression qu'il est là juste pour fixer les prix, le CNIA. Qu'il faudrait mettre en place et qui permettrait d'une campagne sur l'autre, et au besoin même ce qu'on appelle des fonds de stabilisation qui permettraient, lorsque la situation de la campagne n'est pas très bonne, etc. Mais aussi, il faut comprendre la philosophie de la taxe à l'exportation. Parce que la taxe à l'exportation, vous savez que l'arachide est fortement subventionné par l'État. Et lorsque vous exportez des graines, vous exportez un produit à faible valeur ajoutée, c'est-à-dire un produit qui n'est pas beaucoup transformé. Et pour récupérer une partie de la subvention et la remettre dans le développement de la filière, notamment des semences, etc., l'État a été obligé, mais aussi pour protéger les industries locales. Absolument. Parce que la valeur ajoutée, les structures qui créent le plus la valeur ajoutée, ce sont les huileries. Absolument. Voilà. Donc c'était la philosophie, c'était cette philosophie-là. Mais aujourd'hui, la production est relativement importante parce qu'on est au-dessus de 1 500 000 tonnes. L'ensemble des huiliers achètent bon an mal an au maximum 300 000 tonnes. Et le reste va, ce sont les Chinois. L'autre partie, c'est des semences, ça peut aller entre 100 et 150 000 tonnes. Vous êtes presque à 450, 500 000 tonnes. La majorité de la production. Voilà, maintenant sur une production, par exemple, supposons même de 1 500 000 tonnes, vous avez 1 million de tonnes qui sont là. Bon, peut-être vous enlevez les pertes post-récolte et ce qu'on appelle les réserves personnelles. Peut-être ça peut au maximum aller entre 150 et 200 000 tonnes. Vous avez 800 000 tonnes qui sont là. Et quand il y a une forte production sur le marché, ça entraîne un effondrement des prix. Absolument. Et un effondrement des prix par rapport à la politique initiée par le président Macky Sall, qui est une politique de relèvement du prix aux producteurs, de valorisation du travail des producteurs, je crois que ceci n'est pas acceptable. Absolument. Voilà, donc c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, pour permettre que la concurrence sur le marché joue, parce que figurez-vous aujourd'hui, Sonacos a presque un peu plus de 500 camions qui sont en attente, parce qu'aujourd'hui, le seul véritable gros acheteur sur le marché de l'arachide, c'est la Sonacos. Et c'est ça qui explique, en dépit des 16 milliards que Sonacos a injectés pour acheter l'arachide, nous avons aujourd'hui des factures en instance de règlement qui font un peu plus de 6 milliards. Pourquoi? Parce qu'il y a un rush. Le nombre d'opérateurs qu'on recevait a été multiplié, je ne sais pas, au moins par 10.
Et c'est ça d'ailleurs qui a expliqué les jours passés que certains étaient sortis pour dire que Sonacos leur devait de l'argent. Non, ça Sonacos ne leur doit rien. Elles ont livré les graines. Oui. La Sonacos est en train de régler au fur et à mesure les factures. Vous avez déjà votre quota pour cette année, non? Vous y êtes ou bien? Notre quota, c'est-à-dire le nombre de graines dont non, actuellement, on est aux environs de 80 000 tonnes. Oui. Après un mois et demi, c'est de loin meilleur que les 2 campagnes précédentes. Oui. Donc, nous espérons... Qu'est-ce qui l'explique que Sonacos n'ait pas pu avoir à ce jour toutes les quantités de graines que... Non, d'abord, je l'explique. Il y a déjà des camions qui sont stationnés chez vous. Non, c'est les goulots d'étranglement. Oui. Parce que c'est comme une bouteille. Oui. Quand vous renversez la bouteille... Oui. Il y a beaucoup d'eau qui vient et si la matière n'est pas très fluide, oui. Vous avez un effet d'encombrement à la sortie. Oui. C'est ce qui se passe avec la Sonacos actuellement au niveau de nos usines. Oui. Et ça, c'est parce qu'on règle les factures en moins de 48 heures, oui. Mais actuellement, il faut un peu plus de temps pour en fait régler Vous avez de l'argent pour payer tout le monde. Mais on en a suffisamment, je crois que là, on a au moins quelque chose comme mobilisable, au moins à peu près 50 milliards. Oui. Et c'est extensible. Oui. Parce que Sonacos aujourd'hui a une bonne signature, oui. Ses comptes ont été assainis, en dehors des lignes mises en place par la BID, oui. Presque qui avoisinent les 35 à 40 milliards, oui. Nous avons non seulement des ressources propres, de 6 à 7 milliards, mais nous pouvons tirer entre 15 et 20 milliards oui. Sur le marché bancaire sénégalais. Oui, aujourd'hui, parmi les mesures pour éviter d'avoir une mauvaise campagne de commercialisation de l'arachide, est-ce que ce ne serait pas beaucoup plus pertinent que nos productions, que Sonacos prenne toute la production par exemple, et essayer de gérer les exportations? Ça pourrait faire éviter le surplus de production entre les mains des producteurs ou des agriculteurs. Vous savez, les situations... C'est mieux que notre production se retrouve entre les mains des étrangers? Non, je vous explique un peu parce que entre 75 et 77, Sonacos a acheté bon an mal an 1 million de tonnes d'arachide, oui. Et transformé les 900 000 tonnes. Oui. Non seulement vendé sur le marché intérieur, mais exporté. Oui. L'arachide et ses dérivés. Par la suite, il y a eu tout ce qui s'est passé avec les ajustements structurels, oui. Avec oui. La privatisation de Sonacos, etc. Oui. Jusqu'à ce qu'aujourd'hui, Sonacos a au maximum comme capacité entre 300 et 350 000 tonnes de capacité de stockage. Oui. Et en termes de capacité... Ce n'est pas suffisant pour approvisionner le marché local. Oui, et même si Sonacos oui. achetait toute la quantité qu'il faut pour donner à l'ensemble, produire l'huile nécessaire à l'alimentation des Sénégalais, oui. Parce que je vous rappelle qu'il faut à peu près 600 000 tonnes oui. d'arachide, coque, oui. Pour produire les 200 000 tonnes oui. d'huile nécessaires oui. à l'alimentation oui. annuelle des Sénégalais. Oui. Vous enlevez 600 000 tonnes de 1 500 000 tonnes, il vous reste encore 900 000 tonnes. Oui. De telle sorte que maintenant, beaucoup d'acteurs, aujourd'hui, la concurrence qu'il y a d'autres huileries, oui. D'autres opérateurs, etc., oui. ont de la place aujourd'hui dans la filière arachidienne. Absolument. Parce que si Sonacos veut régler tout ça, il va falloir créer encore un géant oui. en termes d'huilerie. Et aujourd'hui, au niveau des industries agroalimentaires, oui. ce type d'entreprise peut se révéler à un certain niveau même dangereuse. Oui, parce qu'on trouve paradoxal quand même que notre pays soit un pays exportateur de pétrole, qu'on ait la première huilerie au Sénégal, Sonacos, et se permettre de consommer quand même des huiles qui nous proviennent de partout, quand même. Non, pourquoi Sonacos ne peut pas assurer notre souveraineté en matière vous savez, on est dans une économie, bonne qualité. Une économie libérale oui. et libéralisée. Oui. Et la concurrence ouais. est un élément de régulation oui. extraordinaire oui. au niveau des marchés. Oui. Et les situations de monopole ne sont jamais bonnes. Oui. Donc je crois que renforçons la Sonacos d'abord en la dotant oui. d'équipements beaucoup plus oui. Performants oui. pour lui permettre d'accroître sa capacité de transformation. C'est comme qui dirait que ce sont les mêmes paroles qui reviennent chaque fois. Renforçons la Sonacos. Chaque année, c'est la même rengaine.
Non, c'est pas la même rengaine. La Sonacos a été fait justement la Sonacos a été restructurée, a été recapitalisée, et je vous signale que voilà 2 exercices que Sonacos fait des bénéfices. Que Sonacos investit sur fonds propres, a investi sur fonds propres, ce qui a permis aujourd'hui de produire les quantités qu'on produit d'huile. Et de toute eau. Et aujourd'hui, on est dans un processus de diversification avec Setuna et d'autres structures qui sont au niveau de la... Il y a un travail important qui est fait, mais aujourd'hui, la contrainte que nous avons, c'est que l'équipement que nous avons est vétuste. Et nous avons besoin, dans notre plan d'affaires, ça a été dégagé. Aujourd'hui, il faut au moins, pour le plan intérimaire de Sonacos, au moins entre 15 et 20 milliards pour renouveler cet équipement-là. Très bien. Votre dernier mot? Non, c'est vous remercier et puis souhaiter à nos lions bonne chance pour cette CAN et que, enfin, Inch'Allah, que la coupe revienne, nous revienne, parce que c'est le rêve des 17 millions de Sénégalais. C'est le rêve du président. Dieu fasse que ce rêve se réalise enfin. Pour faire plaisir à Macky Sall. Non, au peuple sénégalais. D'abord. Macky Sall fait partie du peuple. C'est le chef, mais il fait partie du peuple. C'est vrai que nous rêvons tous de la Coupe d'Afrique et nous souhaitons la baraka au lion de la Teranga. Merci beaucoup, Monsieur Youssou Diallo, qui est le président du conseil d'administration de la Sonacos, également président du club Sénégal Émergent. C'est bien cela. Exactement. Et nous attendons toujours cette émergence. Merci beaucoup. Merci d'avoir suivi et à demain, Inch'Allah.